Cette vidéo va aborder les attributs CSS pour les propriétés sur les dimensions, pour les polices, pour l'espacement, l'alignement, l'indentation, les couleurs, le fond des éléments, la gestion du débordement, du flottement, aussi les formatages de listes, et puis on va également mentionner les règles de cascade, parler des media types et des media queries. La gestion des dimensions d'abord avec CSS, c'est parfois un peu complexe, mais c'est très puissant, c'est-à-dire que à peu près tout est permis, ce qui simplifie pas forcément la tâche d'ailleurs pour les débutants. Alors, on a déjà vu dans les vidéos précédentes qu'on pouvait spécifier une dimension en pourcentage par rapport à la valeur courante, c'est-à-dire par rapport à l'élément parent de l'élément auquel on applique une règle. C'est ce qu'on utilisera beaucoup pour la taille des éléments structurants, les grands blocs, les menus. Mettre une taille en pourcentage, ça permet notamment de s'adapter à la taille de l'écran. Si je dis 50% de l'écran ou 50% de l'élément parent, ça permet de façon dynamique de s'adapter. Si l'utilisateur réduit ou agrandit sa fenêtre, les dimensions du contenu vont s'adapter et vont rester dynamiquement à 50%. Alors un autre point intéressant, cette fois plutôt pour les balises qui contiennent du texte, ce sont les dimensions en termes de largeur et hauteur des caractères. 1 EM, c'est la taille de la police courante. Donc c'est une dimension variable qui dépend de la police du texte, de l'élément qu'on est en train de manipuler. 1 EX, c'est la hauteur du caractère X pour toujours la police courante. Donc c'est à peu près la moitié de 1 EM, en gros, selon les polices. Donc c'est une dimension variable, la même chose. Si une balise c'est en Arial 18, alors 1 EX, ce sera la taille du caractère X en Arial 18. Si c'est du Verdana 12, ce sera la taille du caractère X en Verdana 12. Ensuite, les valeurs relatives à l'écran, et en particulier les pixels. Alors attention, si on donne des dimensions en pixels, là pour le coup ça ne va pas s'adapter à la taille de l'écran. Mais parfois on est bien obligé de s'y prendre de cette façon-là. Ensuite on a les valeurs absolues, millimètres, centimètres, pouces, etc., etc. Alors là c'est très rarement, voire jamais adapté à un affichage sur l'écran, puisque le résultat dépend fortement de la résolution de l'écran. 1 centimètre, c'est pas la même chose selon la taille de l'écran évidemment, mais surtout c'est pas la même chose selon la résolution qu'on choisit pour le même écran. Par contre, on peut très bien s'en servir pour un mode impression sur papier, et là c'est tout à fait adapté. Et puis pour les navigateurs qui sont compatibles, on a d'autres valeurs variables, VM, VH, qui représentent 1% de la largeur pour VW, pardon, VW, VH, qui représente 1% de la largeur pour VW et de la hauteur pour VH de la fenêtre. Et Vmin, qui est la plus petite de ces deux valeurs, donc le minimum, et Vmax, la plus grande de ces deux valeurs. Alors c'est des valeurs bien pratiques pour faire ce qu'on appelle du responsive design, dont on aura l'occasion de reparler. En gros, le responsive design, c'est la stratégie qui consiste à adapter son site au support, à un ordinateur, un téléphone, une tablette, mais sans faire une version différente du site pour chaque support, en proposant un style CSS adapté à chaque support pour que le site ait une ergonomie adéquate, quelle que soit la taille du support. La gestion des polices, cette fois, donc ça se fait avec l'attribut fontFamily, avec pour valeur une ou plusieurs polices ou familles de polices. On peut utiliser de plus en plus de polices différentes avec les navigateurs modernes, mais le support des polices varie beaucoup d'un navigateur à l'autre, et c'est pour ça qu'il faut donner plusieurs valeurs à cet attribut. Je peux par exemple demander une police très spécifique en premier, mais je dois en préciser une ou plusieurs autres au cas où la première ne serait pas compatible avec le navigateur que l'internaute est en train d'utiliser. Donc on sépare les noms de police par des virgules dans la valeur de l'attribut fontFamily. Ensuite, la taille de la police avec fontSize, on peut préciser une valeur numérique, par exemple 12 pixels, mais c'est plus pratique de donner des valeurs relatives de xxmol pour très très petit, xmol pour très petit, et ainsi de suite, jusqu'à xx large pour très très grand. Les autres propriétés de gestion du texte, on les a déjà vues pour la plupart, je les rappelle ici. Donc on a font style qui permet d'utiliser de mettre des caractères en italique ou en oblique, font variante qui permet d'utiliser des petites capitales, font weight qui permet de gérer la graisse des caractères, lightweight qui gère l'espace entre les lignes,
Text decoration, c'est le surlignement ou le soulignement ou les caractères barrés ou le clignotement. Et puis je vous rappelle text transform que j'ai pas remis ici, dont j'avais déjà parlé, qui permet de passer du texte complètement en minuscule, complètement en majuscule ou bien avec les capitales. Pour ce qui est de l'espacement, l'alignement, l'indentation, quelques propriétés plus ou moins courantes. Alors letter spacing et word spacing, c'est l'espacement entre les lettres ou entre les mots, qu'on a quand même rarement l'occasion de se servir de ça. Text align, on l'a déjà vu, c'est pour la justification du texte, gauche, droite, centré ou justifié. Vertical align, c'est pour aligner des éléments qui n'ont pas forcément la même hauteur, on les aligne par le haut, par le milieu ou par le bas, et on peut aussi mettre des caractères en exposant avec super ou en indice avec sub. Et enfin, on a text indent, c'est l'indentation de la première ligne du texte. En longueur, ça peut être positif ou ça peut être négatif. Alors on passe maintenant au fond et aux couleurs. Alors pour ce qui est du fond d'un élément, on peut d'abord y mettre un couleur uni avec background color. Ici, j'ai mis background color purple, donc violet pour tout le corps du texte. Donc autrement dit, tout le monde va être en violet. On peut aussi ajouter une image de fond. Alors on peut la répéter en mosaïque. Donc d'abord j'indique l'URL de l'image et ensuite avec background repeat j'indique si elle est répétée ou pas. Donc là elle est répétée en mosaïque et dans ça c'est l'élément du haut et dans l'élément du bas j'indique également une image mais cette fois je dis qu'elle n'est pas répétée et donc elle apparaît de façon unique. Par contre l'élément background position permet de dire si l'image qui est en fond, si elle ne remplit pas tout l'élément, si elle va être en haut à droite, en haut à gauche, etc. Donc ici c'est en haut à droite. Bon alors les images de fond c'est quelque chose qu'on n'utilise plus beaucoup dans les sites modernes, ça fait un peu 20e siècle, mais ça peut servir si vous souhaitez ajouter du texte sur une image par exemple, c'est une des façons de faire. Alors les valeurs pour background repeat c'est no repeat pour aucune répétition, repeat pour une mosaïque complète, repeat X pour une mosaïque uniquement à l'horizontale, donc une seule ligne, repeat Y pour uniquement à la verticale. Et puis les valeurs pour background position, c'est right, top, left, bottom, ou éventuellement vous pouvez mettre tout simplement des valeurs numériques. Alors pour les couleurs, pour spécifier les couleurs, on a trois façons qu'on a déjà vues au fil de nos exemples dans les vidéos précédentes. Donc on les récapitule ici. On a soit un nom de couleur parmi les 17 prédéfinis qu'on a vu ici, soit le code RGB, donc Red, Green, Blue, avec des valeurs donc de rouge, de vert et de bleu entre 0 et 255. Et la couleur est le résultat du mélange de ces trois couleurs. J'imagine que vous connaissez le principe. On peut aussi saisir un code RGB avec des pourcentages au lieu d'une valeur absolue entre 0 et 255. La troisième façon, c'est le code hexadécimal qui fait en fait exactement la même chose que la fonction RGB, puisque deux caractères hexadécimaux, ça permet de préciser des valeurs entre 0 et 255, puisque 16 x 16, ça fait 256. Donc, les deux premiers caractères, c'est le rouge, les deux suivants, c'est le vert, les deux derniers, c'est le bleu. Et on fait précéder cette valeur hexadécimale du caractère dièse qui traditionnellement représente l'introduction d'une valeur hexadécimale. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas capable d'imaginer le résultat du savant mélange entre 150 de rouge, 210 de vert et 12 de bleu. Donc il y a de nombreux outils sur le web ou ailleurs qui vous permettront de choisir visuellement votre couleur idéale. Si certains éditeurs de code HTML et de CSS ont ça également. Donc vous trouverez ça sans aucun problème. Ça vous donnera le code RGB correspondant sans trop d'efforts. Alors j'ai déjà abordé un peu la question du débordement précédemment. Si la hauteur d'un bloc est contrainte, soit par l'attribut ace, soit par l'attribut max8, alors bien sûr le contenu peut déborder. S'il y a plus de contenu que ce que l'élément peut contenir dans la hauteur maximale, bien sûr il faut trouver un moyen de gérer ça. Et bien sûr c'est la même chose avec la largeur. Alors c'est la propriété overflow qui permet de gérer ça, soit avec la valeur visible,
qui stipule que tout ce qui dépasse reste visible. Mais bon, si on a donné une hauteur maximale, c'est rarement pour utiliser cette méthode. Avec hidden, on cache tout ce qui dépasse. Et là, l'utilisateur n'a aucun moyen de voir ce qui dépasse. Avec scroll, on prend les devants, c'est-à-dire qu'on ajoute toujours une barre de défilement horizontale et verticale, même si ça ne déborde pas. Et enfin, on a la commande auto qui permet l'apparition d'une barre de défilement horizontale ou verticale uniquement en cas de besoin, c'est-à-dire s'il y a un débordement vertical ou horizontal. Alors, c'est pour gérer de la même façon le débordement horizontal et vertical, ça, mais on a aussi les propriétés overflow X et overflow Y pour gérer seulement le débordement horizontal ou seulement le débordement vertical. Et puis pour compléter un petit peu, sans entrer dans les détails, il existe aussi la propriété clip qui permet de définir la zone visible d'un élément. Alors je vous laisse regarder ça de votre côté si vous voulez plus de détails. Et puis il existe aussi plusieurs attributs permettant de gérer. Un autre aspect important des blocs, c'est la possibilité de les faire flotter. Alors un objet flottant est positionné à un endroit précis et le reste du contenu s'écoule autour de lui. On peut s'en servir pour mettre des images par exemple, avec le texte qui s'écoule le long de l'image, ou alors pour aligner les blocs les uns à côté des autres sans avoir à gérer leur positionnement absolu. C'est la propriété float qui permet de dire si on met plutôt l'élément sur la gauche, donc left, avec l'écoulement qui se fait par la droite, ou bien si on met l'élément sur la droite, donc right, avec l'écoulement qui se fait plutôt par la gauche. Avec la propriété clear, cette fois, qui prend les valeurs known, left, right et both, donc both ça veut dire les deux, donc à la fois left et right, on empêche que l'élément ne se colle à l'élément précédent de son côté gauche, droit ou les deux. On va voir des exemples, c'est un petit peu abstrait comme ça pour l'instant, donc on va voir quelques exemples et de toute façon, alors voilà mon exemple. Dans le HTML à gauche, j'ai inséré 5 images d'animaux, un chamois, un mouflon, un bouquetin, une marmotte et un ours. Et puis j'ai ajouté du texte. Et mon but, c'est que le texte s'écoule au milieu ou alors autour des images. Alors qu'est-ce que j'ai mis à droite dans mon CSS? J'ai mis float left pour l'image 1, j'ai mis float right pour l'image 2, float left pour l'image 3, float left et clear right pour l'image 4, float right et clear left pour l'image 5. Alors, je vous laisse peut-être réfléchir un petit peu aux résultats auxquels vous vous attendez. Éventuellement, vous pouvez mettre la vidéo en pause pendant un petit moment. Et ensuite, je vous montre le résultat. Le résultat, le voilà. Alors, personne n'est obligé de savoir distinguer un chamois d'un mouflon, hein, donc j'ai ajouté le numéro de l'image pour que ce soit clair. Image 1, image 2, image 3, image 4, image 5. Alors, l'image 1, pour commencer, qui avait l'attribut float left, elle se positionne donc à gauche, avec du défilement à sa droite. L'image 2, qui avait l'attribut float right, elle se positionne à droite, avec le défilement à sa gauche. Et comme on n'a pas précisé de propriété clear, eh bien ça vient se placer complètement à droite de la page, mais au même niveau vertical que l'image 1, parce qu'elle n'a pas de raison de ne pas le faire. L'image 3, elle n'a pas d'attribut clear non plus, par contre elle a float left, donc elle vient se placer plutôt sur la gauche, mais pour laisser passer le texte à droite. Donc elle se colle à l'image 1, et donc ce qu'on note c'est que l'image 1 et l'image 3 sont collées l'une à l'autre alors qu'elles n'étaient pas du tout adjacentes dans le code. L'image 4, elle est également float left, mais cette fois elle a la propriété clear right, et donc elle se place à gauche, et elle refuse tout autre élément flottant sur sa droite. C'est pourquoi la ligne elle est vide ensuite. Et de la même façon, l'image 5, qui est à droite à cause du float right, eh bien on ne peut pas ajouter quelque chose à sa gauche parce qu'elle est clear left, donc elle est toute seule sur sa ligne. Donc voilà pour le flottement, voilà pour les blocs. Alors une petite parenthèse sur le formatage des listes rapidement, avant de parler des règles de cascade.
Alors on a trois propriétés importantes qui sont spécifiques aux listes. On a list style type, list style position et list style image. List style type, ça permet de dire à quoi doit ressembler la puce des listes à puces. Donc soit un cercle, soit un disque, donc c'est un cercle rempli, soit un carré, soit rien du tout. List style position, ça permet de spécifier si la puce doit faire partie de l'élément liste ou bien doit être à l'extérieur de l'élément liste. Ça permet de gérer l'indétentation des paragraphes comme on le souhaite, soit les deuxième, troisième, quatrième ligne, etc. du paragraphe se placent au niveau de la puce, soit au même niveau que la première ligne. Et puis list style image, ça permet de mettre une image à la place d'une puce, tout simplement. Pour les listes ordonnées, list style type c'est différent, ça permet d'indiquer que la numérotation doit être avec des chiffres, avec des lettres grecques, avec des chiffres romains, en minuscules ou en majuscules, ou alors avec decimal leading 0 avec des chiffres mais avec un 0 devant, donc 01, 02, 03, etc. Ou alors avec des caractères arméniens. Alors il y en a encore pas mal, je vous épargne les autres valeurs possibles, mais c'est ça la façon de préciser comment doivent être numérotées les listes, et pas, comme on l'avait déjà vu quand on a parlé d'HTML, c'est pas l'attribut type ou start de la balise HTML OL, pardon. Alors, comme vous le savez maintenant, CSS ça signifie feuille de style en cascade. Donc voyons un petit peu ce que ça signifie et qu'est-ce que c'est qu'une règle de cascade. Alors la question qui se pose ici, c'est la question de la priorité des règles. Lorsque deux règles différentes s'appliquent au même élément. Ça arrive très régulièrement, par exemple. Ici, deux règles très simples. On dit que tous les éléments avec l'étoile doivent être en bleu, et puis ensuite on dit que tous les paragraphes P doivent être en rouge. Donc on a deux consignes opposées pour les balises P, puisque la balise P c'est aussi englobé dans la balise étoile. Deuxième exemple, ici j'ai une div qui possède deux classes différentes, classe A et classe B, donc à gauche, le HTML. Et le CSS à droite, il me donne une marge gauche pour la classe A de 2 EM. Donc je vous rappelle que le EM c'est une valeur de dimension, d'accord, qui correspond à 2 fois la taille de la police. Donc ça c'est pour la classe A, avec l'attribut margin left. Et pour la classe B, on dit qu'on a une marge gauche de 1 EM. D'accord? Pourquoi 1 EM? Parce que je vous rappelle, le fonctionnement de la propriété margin, ça factorise dans cet ordre margin top, margin right, margin bottom, margin left. Donc margin left c'est le dernier, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, si vous voulez essayer de vous en souvenir, à partir du haut, droite, bas, gauche. Et donc ici, la marge gauche, c'est 1 EM. Donc ce genre de problème de conflit entre deux règles, c'est très fréquent, et on a besoin d'établir des règles de priorité pour gérer ces conflits. Alors voici ces règles de priorité, on en a pas mal. Tout d'abord, bien sûr, pour les sources, donc les règles de l'auteur d'une page sont évidemment prioritaires par rapport aux règles utilisateurs. En général, ce sont des règles qui n'existent pas. Et surtout, par rapport aux règles par défaut du navigateur. Ça semble évident. Ensuite, les règles qui sont dans des fichiers externes et donc liées à un fichier HTML par la balise link, donc c'est la bonne pratique, c'est finalement la façon la moins prioritaire par rapport à celles qui sont intégrées dans le HTML, d'abord avec la balise style, donc qui sont un peu plus prioritaires, et enfin celles qui sont directement intégrées dans la balise HTML avec l'attribut style, cette fois, sont les plus prioritaires. Donc en gros, plus la règle de style est physiquement proche dans le code de la balise, plus elle est prioritaire. Ensuite, si les règles proviennent de la même source avec la même méthode, c'est le type de sélecteur qui introduit une règle qui permet de gérer la priorité. Et là, ça se fait par ordre de spécificité. Donc si la règle s'applique à un nom de balise, c'est moins prioritaire que si la règle s'applique à un sélecteur contextuel. Puis on a le sélecteur de classe qui est le plus prioritaire. Et puis enfin le sélecteur d'identifiant. Alors au final, c'est assez logique. Plus la règle est spécifique, plus elle est prioritaire. D'accord? Malgré ça, ça arrive très souvent encore qu'on ait des conflits. C'est par exemple le cas quand on gère les pseudo-classes pour les liens. Alors si vous vous souvenez de la première vidéo sur CSS, on a des pseudo-classes.
pour les liens visités, pour les liens activés, par exemple. Et bien sûr, un lien activé, ça peut être un lien déjà visité, et de toute façon, un lien activé, c'est un lien. D'accord? Donc, on a plusieurs pseudo-classes pour le même élément, en fait. Un autre exemple, si on a une règle avec un sélecteur universel, étoile, et puis d'autres règles pour les noms de balises, à ce moment-là, on a également un conflit. Alors dans ce cas, c'est l'ordre de déclaration dans le code source qui fait la priorité. Autrement dit, une nouvelle déclaration écrase la précédente si les autres règles de priorité ne sont pas applicables. Alors, ce que vous verrez vite quand vous commencerez à faire du CSS et à avoir beaucoup de code CSS, qui est assez rapidement le cas, peut-être réparti dans plusieurs fichiers avec peut-être plusieurs types de sources, ce que vous verrez vite, c'est que ça devient très compliqué de gérer tout ça. Et si on n'est pas très organisé, on finit par avoir un petit peu de mal à comprendre d'où vient que cet élément, j'étais persuadé que je voulais le mettre en vert et sans bordure, et quand je l'affiche sur le navigateur, il se retrouve en bleu avec une bordure. Je vais fouiller dans le code où est le conflit, comment ça se fait que c'est en bleu alors que je pensais que c'était en vert. Bref, c'est assez facile de se perdre. Et du coup, quand on s'y retrouve plus, on a une opération qui est très tentante. C'est cette commande ici, le important, point d'exclamation important, qui dit, peu importe les règles de priorité, cette règle-là, elle est plus prioritaire que toutes les autres, peu importe lesquelles. Et là, hop, on a l'impression de résoudre un problème vite fait, bien fait, mais très souvent, quand on en arrive là, c'est qu'on ne comprend plus trop son propre code, on ne sait plus comment sont rangées les choses, et c'est quasiment certain que 2 jours plus tard, quand on aura un nouveau bug, et qu'on mettra des heures à comprendre que c'est justement parce qu'on a ajouté ce important, ce point d'exclamation important ici, qu'on a un bug, parce que finalement ça a tout cassé. Donc, avant d'utiliser cette commande, essayez quand même de comprendre où est votre problème et quelles sont les priorités que vous avez du mal à gérer. Dernier point important avant de terminer cette longue vidéo, les media types et les media queries, qui vont vous permettre de faire des choses très élégantes pour gérer les différents supports en responsive design. Alors les media types, ça permet de gérer différents supports avec différentes commandes CSS. Donc par exemple ici j'ai 2 commandes, une qui est introduite par MediaScreen, l'autre par MediaPrint. Ben, tout simplement, ça signifie que la première commande va s'appliquer si on fait un affichage sur un écran, et la seconde ça va s'appliquer si on fait un affichage sur une imprimante. Les différentes valeurs possibles, les voilà. Alors on a oral qui est pour un navigateur par synthèse vocale. On a braille et embossed qui sont 2 types de navigateurs qui produisent du braille. On a handheld qui concerne les petits supports, print les imprimantes, projection tout ce qui s'apparente à des vidéoprojecteurs, screen pour les écrans, TTY pour les terminaux et les télétypes, et puis TV pour les télévisions. Alors attention, juste une petite remarque sur screen et petit support. Ne pensez pas que petit support ça désigne des tablettes ou même des téléphones portables. C'est pas le cas, ou alors des téléphones portables qui n'existent plus depuis longtemps. Pour les supports, disons classiques, les écrans, les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones, c'est toujours screen. Alors justement, vous allez me dire, faire un site spécifique en braille ou pour une imprimante, ça peut évidemment être très utile dans certaines situations, mais ce n'est pas forcément le besoin le plus répandu. Et c'est pourquoi on a des commandes spéciales un peu enrichies, et on peut ajouter des contraintes sur la taille de la fenêtre ou sur la résolution. Donc ici par exemple, on a la première commande qui dit tous les types de médias plus petits que 1024 pixels. Et donc ça désigne typiquement les téléphones et les tablettes. Ensuite, tous les types de médias entre 800 et 1024 pixels. Donc ça c'est une certaine catégorie de tablettes. Ensuite on peut utiliser la négation avec NoteScreen. On peut utiliser l'orientation, soit landscape pour l'orientation paysage, soit portrait pour l'orientation portrait. Ça, c'est typiquement pratique pour les tablettes ou les téléphones qu'on peut faire tourner à volonté, donc soit en mode portrait, soit en mode paysage. C'est intéressant de prévoir à la fois le cas où ce sera plus large que haut et le cas où ce sera plus haut que large. Et puis enfin, on a aussi une contrainte sur la résolution, min résolution, max résolution.
Alors tout ça, ça préfigure le responsive design, puisque ça peut vous éviter de concevoir des pages différentes selon le type de support recherché. Alors au lieu de faire ça, vous pourrez plutôt appliquer du CSS différent selon le support, mais en ayant une seule page HTML, et la création et la maintenance de votre site sera largement simplifiée. On a un autre cours sur la programmation sur mobile qui en dira un petit peu plus sur les principes de tout ça, mais par exemple, un exemple classique sur un écran d'ordinateur qui est large et pas très haut en général, on a tendance à mettre les menus plutôt à gauche, puisqu'on n'est pas trop contraint en largeur. Par contre, sur un téléphone que je tiens de façon classique en mode portrait, alors j'ai pas de place à gâcher en largeur pour mettre un menu parce que c'est déjà pas très grand, et du coup je vais plutôt mettre le menu en haut et on a plus de place et en plus c'est plus naturel de scroller. Donc tout ça c'est très simple à différencier avec une bonne conception et quelques règles CSS. Et puis une autre façon d'introduire ces media queries, un petit peu plus élégante, surtout si on a beaucoup de commandes différentes, c'est en faisant des fichiers CSS séparés. Donc dans ce cas, dans la balise HTML link, on peut préciser le média avec la même syntaxe que celle qui est vue précédemment. Ici par exemple, les écrans de moins de 2024 pixels. Je vous rappelle qu'on peut ajouter autant de balises link qu'on le souhaite. Donc c'est une façon classique de faire, c'est-à-dire qu'on a une feuille de style qui est commune à tout le monde, pour ce qui n'est pas différent selon le support, et puis autant de feuilles de style spécifiques que de supports différents ensuite. Alors, dernière petite remarque justement à ce sujet-là, je viens de vous dire qu'on pouvait ajouter autant de balises link qu'on le souhaite, c'est vrai, mais attention, chaque balise link, ça signifie un fichier, et chaque fichier, ça signifie un téléchargement de fichiers. Et c'est bien plus long de télécharger plusieurs petits fichiers que d'en télécharger un gros. Ça, c'est un tout petit point technique. Ça ne veut pas dire que je vous conseille de tout mettre en vrac dans le même fichier, mais on peut réfléchir à cette contrainte. Et d'ailleurs, il existe des outils qui permettent de concaténer et de minimiser, on dit, donc les fichiers CSS, les fichiers JavaScript aussi par exemple, de façon à avoir une belle organisation quand on code, avec autant de fichiers qu'on le souhaite, et quelque chose de plus optimisé en production. Mais là, on sort largement du cadre de cette vidéo.